bonjour. On va commencer le deuxième débat. Faut-il rehausser les bas salaires et plafonner les hauts revenus? Je donne la parole à Souleymane qui va se présenter. Merci. Donc voilà, moi je suis Souleymane Marouf, et je suis un passionné de jeux de verbal, et je suis honoré de participer aujourd'hui à un débat avec vous. Axel? Bonjour, moi je m'appelle Axel Sainte, je suis passionné aussi des jeux de verbal, je suis technicien en environnement et poursuis des études en agronomie. Et je donne la parole à ma collègue. Donc moi c'est Adoma, je suis étudiante en langue et en interprétation et traduction et je suis aussi passionnée des joutes et donc je suis aujourd'hui encore une fois avec vous. Je vous présente Arnaud. Je m'appelle N. Renaud, je suis étudiant en philologie classique et c'est la deuxième fois que je participe à ce genre de débat et j'en suis ravi. Je commencerai avec une première réflexion sur quelque chose que j'ai lu récemment, quoique je concède que, somme toute, je connais peu de choses à l'économie. Néanmoins, une théorie intéressante, celle de Richard Easterling, je m'excuse pour la prononciation, sur l'économie du bonheur. C'est une discipline née aux Pays-Bas dans les années 70 qui a mué vers les États-Unis, précisément sous la coupe de ce démographe et économiste américain, Richard Easterling, qui le premier a ouvert le champ à une étude un peu en marge de l'économie traditionnelle. L'économie traditionnelle qui se base sur, je pense, les transactions sur le marché, les actions révélées, pour dire ce que les gens aiment et ce qui les rend heureux, donc dans l'achat de divers produits. Bref, la question posée, c'est de savoir si la croissance rend effectivement les gens plus heureux. Et à l'heure actuelle, enfin aux dernières nouvelles, dans un article du Monde qui date de 2014, c'est qu'il faut un niveau moyen pour que le bonheur soit homogène. La liberté, la sécurité, l'égalité en général rendent les gens heureux. Et enfin, ce qui prouve que tout n'est pas relatif. Néanmoins, il y a une donnée relative, c'est que il y a une rivalité particulièrement présente dans l'économie de marché. On a beau atteindre un certain niveau de confort, matériel, on n'en est pas nécessairement heureux parce qu'on a atteint un objectif. Ce qui compte, c'est l'écart entre soi et ceux de son environnement direct. Ça pourrait être un argument pour éviter de plafonner les salaires, mais en vérité, ça conduit, d'après moi, à une impasse, et d'après les recherches de cet économiste, à une impasse que on n'atteint jamais son but. Et que comme l'argent est plus ou moins en quantité limitée, quoique je sais qu'on est passé à une économie immatérielle, c'est quelque chose qu'on prend à d'autres. Enfin, d'accord, je conclue. Souleymane, on va voir ce qu'il en Merci pense. Renaud pour ton Merci intervention. Renaud. Eh bien, tu parlais de confort et de comparaison entre ceux qui sont les plus riches et ceux qui le sont moins. Je trouve ça très intéressant puisque pour moi, il est impératif, j'irai jusque-là, de plafonner les hauts revenus et d'augmenter les bas salaires. Pourquoi? Eh bien parce que un monde dans lequel tant d'inégalités subsistent, et je parle du monde, mais je pourrais me cantonner premièrement à la Belgique et ensuite à l'Europe, des endroits dans le monde qui se considèrent comme des modèles dans lesquels il persiste autant d'inégalités, où il y a une telle fracture entre les grands patrons et les hauts fonctionnaires, la fracture entre les grands patrons et les hauts fonctionnaires et les gens du peuple, entre guillemets, les facteurs, les éboueurs, les ingénieurs, même les ingénieurs. La fracture est tellement grande qu'on ne peut pas se dire que je ne peux pas vivre avec cette idée-là et de me dire que le monde tourne bien et tourne correctement. Pour moi, rehausser les bas salaires, c'est entre autres augmenter le bonheur, mais aussi moins d'inégalité, moins d'injustice. Le sentiment d'injustice qui est quelque chose de très dangereux puisque ça provoque généralement des grandes cassures, des révolutions. Et donc je pense qu'il est dans l'intérêt de tout le monde, des grands patrons comme des hauts fonctionnaires, de réduire ces inégalités afin d'arriver à un monde plus uniforme. Ouais. Gérard, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit Renaud et Souleymane? Mais je suis d'accord que l'idéal serait d'avoir un système dans lequel tout le monde arrive au niveau de bonheur qu'il espère.
je ne pense pas que ce soit facile à réaliser et ça dépend aussi un peu de l'investissement de chacun. Donc il y a des conditions objectives qui le rendent plus facile ou pas. Mais je veux revenir à la problématique qui est à la base de ce débat. Est-ce que finalement il faut augmenter les bas salaires et plafonner les salaires les plus élevés? Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais j'appartiens dans cette matière-là à la catégorie des indignés. Je trouve que la situation actuelle n'est pas acceptable. On a un système économique qui fonctionne et dans lequel les gens qui sont les salariés du bas de l'échelle, je veux dire, les métiers, etc., sont de plus en plus précarisés, avec une concurrence internationale de plus en plus forte et une pression constante à l'abaissement des salaires. Et d'un autre côté, vous avez un certain nombre de grands dirigeants que j'appelle les mercenaires du capitalisme, qui passent d'une boîte à l'autre pour aller faire usage de leur technologie de management et qui n'ont aucune espèce de décence dans les rémunérations qu'ils s'octroient. Donc je pense qu'il y a là un véritable scandale et que ce scandale-là, on doit l'aborder crûment. Donc, il faut, pour ce qui est du bas, définir au minimum des conditions salariales décentes pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle le salaire minimum garanti. Il doit être garanti à un niveau qui permette aux gens d'avoir suffisamment pour pouvoir faire quelque chose d'eux-mêmes, pas seulement être sous la pression de la nécessité, pouvoir offrir quelque chose à leurs enfants, participer à la culture, avoir quelques jours de vacances. Et ceux du dessus, il faut les ramener à la raison. Ouais. Adama, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je suis d'accord qu'il faut élever le salaire, le revenu minimum afin d'avoir une bonne vie décente. Mais par contre, pour limiter les revenus maximum, je trouve qu'on devrait faire ça que dans le secteur public, mais pas dans le secteur privé, parce que ce ne serait pas une très bonne idée de faire ça dans le secteur privé, je trouve. Parce que si les gens, les riches en tout cas, n'aiment pas du tout les lois parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop limités dans leurs actions, alors ils finiront par quitter la Belgique. Et si une grande partie des riches quittent la Belgique, ça sera encore retomber sur les classes moyennes et basses. C'est encore une fois nous qu'on va en souffrir parce qu'il n'y aura pas assez de gens sur qui prélever les impôts. Mieux vaut prélever peu d'impôts sur beaucoup de riches que beaucoup sur peu de riches qui finiront par se révolter. Donc je trouve qu'il faut quand même faire attention. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, ce qu'elle a dit Adama? Compléter le propos d'Adama, je demande pour dire que je suis totalement en accord avec elle. Donc effectivement qu'il faut instaurer donc, ce salaire existentiel minimum pour la classe moyenne et pour tout autre emploi. Qu'effectivement dans des sociétés publiques aujourd'hui, il est inadmissible de voir que des patrons de sociétés publiques peuvent gagner des salaires exorbitants comparés à leurs employés. Et comme dirait très bien mon collègue ici Renaud, de dire que est-ce qu'ils travaillent 1000 fois plus pour gagner 1000 fois plus que le bas de l'employé, alors qu'on sait très bien qu'ils ne travaillent pas forcément 1000 fois plus. Et donc oui, le salaire doit être plafonné dans une société publique. Et je compléterai donc alors l'argument d'Adama de dire que pour le privé, effectivement, aujourd'hui on assiste à, en Europe du moins, et c'est mon point d'interrogation, de dire que des pays pratiquent des taux de taxation à sortir d'un certain montant totalement différents. Ce qui fait qu'en fait les pays européens se font juste des tire-pattes à longueur de temps de savoir qui aura le plus riche chez lui et qui aura le moins riche chez lui. Et c'est à ça que je me pose la question, qu'est-ce que l'Europe fait pour garantir une uniformité de la taxation par rapport aux personnes qui touchent le plus? Et je finirai par dire qu'il est inadmissible de trouver des gens qui gagnent des milliards par mois et qui ne réinvestissent aucun sou dans le pays dans lequel ils sont. Ouais, je pense que Souleymane va peut-être te répondre. Ouais, j'ai une autre question à poser, mais j'aimerais compléter ce que tu dis. Le terme de réinvestissement est très important dans ce qu'il dit, puisque avant les années 70, nous étions dans un modèle économique qui était du retain and reinvest. Et donc, ça consistait à préserver les gains et de réinvestir dans la société sous forme, par exemple, d'augmentation des salaires des ouvriers. Après les années 70, nous sommes passés à des sociétés qui, cotées en bourse, qui commençaient à passer dans le downsize and distribute, qui consiste, c'est le modèle actuel, qui consiste à faire des bénéfices et à distribuer une grande partie de ces bénéfices aux actionnaires. Actionnaires qui, eux, ne travaillent pas pour la société, mais qui n'ont fait qu'à investir une partie de leur argent dedans. Et donc, les entreprises ici ont pour but de réduire les coûts au maximum afin de pouvoir distribuer un maximum aux actionnaires. Là-dedans, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très en lien avec la question que nous posons. Faut-il plafonner les hauts revenus et rehausser les bas salaires? Dans revenus, on entend bien qu'il y a aussi les rentes. Et donc,
moi, je trouve qu'il est indécent de gagner autant d'argent avec si peu de travail, comme les actionnaires le font. Et je pense que l'idée d'un salaire minimum, c'est une bonne idée, mais un salaire minimum universel et inconditionnel, c'est pas le même, mais pour moi, c'est encore plus... J'irai jusque-là. Mais je me doute que vous serez sans doute pas d'accord. Non, je vais faire une réflexion par rapport à ça. Je suis pour un salaire minimum, mais qui corresponde aux nécessités dans la société dans laquelle on est. Quand vous êtes dans une société dans laquelle on peut vivre bien avec 600 € par mois, par exemple, et il y en a, même en Europe, où le salaire moyen est de 600 € par mois, vous n'allez pas leur donner le même salaire minimum que celui que vous donnez en Belgique, où vous avez besoin de 1100 ou 1200 € pour être juste au niveau. Donc l'idée du salaire minimum universel, je suis d'accord, c'est séduisant. Il faut que le salaire minimum existe partout, mais pas au même montant, parce que ça provoquerait des catastrophes économiques, si je peux m'exprimer. Oui. Mais je veux dire un mot sur le débat qu'on vient d'avoir. Trois points. Oui, dites-nous. On est tous d'accord, si j'ai bien compris, et personne n'a été contre, pour dire que dans le secteur public, en tout cas, là, il doit y avoir des règles en matière de limitation, puisqu'on joue avec l'argent de tout le monde, c'est payé par les impôts, donc il y a une réglementation qui doit intervenir pour définir le plafond de salaire. Dans le secteur privé, c'est plus compliqué. Je vais vous poser une question. Moi, quand je vois les grands mercenaires du capitalisme, comme je l'ai dit, qui reçoivent un minimum de 10 millions d'euros par an, quelles que soient les performances de l'entreprise, je dis c'est scandaleux. Et certains de ces soi-disant mercenaires coiffés de grands diplômes, etc., conduisent des entreprises à la faillite. Et même quand l'entreprise se casse la figure, ils partent avec un parachute doré de plusieurs millions d'euros. Là, je dis, mais c'est scandaleux. Là, il faut quand même lier la rémunération aux performances. Mais je suis très embêté pour un autre cas. C'est le cas de Bill Gates. Quand vous avez quelqu'un qui, dans son garage, à partir de son intelligence, commence à former une boîte, dont il est le principal actionnaire et le propriétaire, et qui devient richissime, je ne vois pas au nom de quoi je vais aller limiter sa rémunération. Il a tout fait lui-même. Pour les mercenaires qui, eux, n'ont pas investi dans l'entreprise, je dis là, moi, je mettrai des règles, des balises, et en tout cas qu'on ne peut pas avoir un salaire indécent dans les cas où la performance de l'entreprise est nulle. Ouais, on va donner la parole à Axel. Pour réagir à ce que vous dites par rapport à Bill Gates, je trouve aussi très mal placé d'aller lui dire, alors qu'il a fondé son truc dans son garage, lui dire on doit taxer, tu dois nous donner de l'argent. Oui. Mais à ceci près qu'il vit dans un pays où des gens ne gagnent pas un tiers de ce que lui gagne, qu'il y a des gens qui meurent encore de faim dans le pays dans lequel il vit, qu'on devrait, si ce n'est point le taxer, l'obliger à réinvestir dans certains domaines de l'État ou dans certaines fonctions de l'État. Quand vous avez des personnes qui gagnent un salaire indécent comme celui-ci, qui fait plus de chiffres qu'un numéro de téléphone fixe, il faut quand même bien se dire quelque chose qui ne va pas, même si c'est lui le patron de l'entreprise. Donc il faut demander un minimum à ces personnes-là de réinvestir quelque chose. Je suis d'accord. Mais dans le cas de Bill Gates, je défends son honneur, parce que Bill Gates est parmi les capitalistes celui qui a consacré 90% de sa fortune personnelle pour une fondation qui aide le tiers-monde. Donc ils ont fondé la fondation Bill et Melinda Gates, et c'est un des principaux intervenants en matière de lutte contre les maladies sur l'ensemble du continent africain. Une goutte dans un océan, monsieur Depré. Pardon ? Une goutte dans un océan de personnes qui possèdent des richesses. Oui, mais il est un des rares à consacrer l'essentiel de sa fortune à une finalité sociale, et je trouve ça admirable. Mais mon propos était théorique. Est-ce que vous... Pardon, on va voir Sully, qu'est-ce qu'il en pense de... Alors je suis très content que vous défendez Bill Gates, mais Monsieur Ortega, qui lui aussi se trouve dans le haut du plafond, dans le haut du panier, lui fait-il quelque chose? Monsieur Gates a réinvesti effectivement une grande partie de sa fortune dans des associations, mais a su se reconstruire avec un punch assez édifiant, puisque aujourd'hui c'est de nouveau la première fortune mondiale, avec je pense plus de 90 milliards de dollars à son actif. Donc que fait-il avec ces 90 milliards? Comment est-ce qu'on procède pour gagner autant en si peu de temps? Des gens de toute une vie n'arrivent pas à le faire. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une façon de gagner de l'argent là-dessous qui est pour moi opaque, qui est pour moi... Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, Gérard, excusez-moi. Petite correction sur mon propos. Quand je disais universel, c'est pas pour l'univers, mais c'est pour dire que chaque personne d'un pays donné devrait pouvoir gagner un salaire
et non pas un revenu ou une allocation, un salaire minimum garanti. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a du travail qui n'est pas compté comme une grande partie du travail, pour la plupart du temps, des femmes, qui est le travail de la maison, qui est le travail journalier avec les enfants, qui reste un investissement en temps et en énergie conséquent et qui n'est jamais récompensé. On va voir ce qu'Adama en pense, si elle tient le même point de vue que... Donc, par rapport à ce que tu as dit, oui, comme quoi Bill Gates, il a donné beaucoup de son argent pour aider le tiers-monde et qu'ensuite il a su se reconstruire assez vite et que tu trouvais que c'est une mauvaise chose. Mais moi, je trouve que justement, c'est une bonne chose et que justement, il nous montre que c'est possible de gagner de l'argent. Il te l'a montré, il a tout gagné, il a tout donné, il l'a refait. Alors, je trouve que la bonne méthode à faire, ce serait plutôt de lui demander, mais comment il a fait ? Parce qu'on devrait plutôt apprendre de ces gens-là, apprendre des riches, comment ils font pour devenir riches plutôt que d'être en bas et de se plaindre et de les viser du doigt. Or que le gars, il a tout fait lui-même, il a tout commencé de zéro, il n'avait rien du tout. Il est monté jusque-là et nous, on est là, on n'a rien. Et on est là, on le pointe du doigt, on n'est pas content parce qu'il a réussi à faire quelque chose que nous, on n'arrive pas. Alors, au lieu de se plaindre et se tourner sur son sort et dire oh, c'est à cause de lui, alors qu'il n'a rien à voir avec tout ça, et justement, il nous a aidés, lui. On devrait plutôt chercher à apprendre comment est-ce qu'on pourrait devenir riches nous-mêmes ou aisés nous-mêmes, plutôt que de toujours viser les riches. C'est vrai que certains riches, effectivement, ils pensent qu'à eux, mais les pauvres aussi, on devrait aussi penser à nous et essayer d'agir nous-mêmes aussi. Hein. Alors, comment on doit faire, Monsieur Gérard ? Mais elle dit quand même quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et je vais prendre d'autres exemples. Dans le domaine de la chanson, il y a un artiste que le monde entier aime. Il vend 100 millions de disques ou je ne sais pas quoi par streaming ou n'importe quoi, il fait une fortune colossale. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez lui piquer des revenus sur 50% des choses qu'il a vendues. Prenez Ronaldo, ou prenez Messi, ou prenez même Axel Witsel, les joueurs de foot. Ça n'a pas l'air de vous choquer, ça. Eux, on les paye n'importe comment, ils ont des fortunes absolument colossales. Ils ne donnent rien à la collectivité, ils mettent ça dans des villas privées, dans des piscines, dans des vacances ici et là. Et ça, vous trouvez que ça ne mérite pas d'être contrôlé. Il n'y a que les salaires qui vous gênent, pas ça. Si on peut vous répondre, Monsieur Deprez, justement, si on trouve tous ça inadmissible que pour une personne qui court derrière un ballon pendant 90 minutes gagne un salaire aussi exorbitant. Mais il est génial. Il est peut-être génial, mais à partir du moment où on vit dans un monde où on accepte que des personnes comme Bill Gates, par exemple, puissent se refaire une fortune excessivement vite, puissent gagner énormément, et ne pas dépendre comme la classe moyenne qui est tout le temps oppressée, ou comme un poissonnier ou comme un cuisinier qui, lui, doit travailler jour par jour son labeur pour avoir son beurre dans son assiette. On est d'accord qu'on vit dans une société où le plus riche pense aussi aux plus pauvres et qu'on vit dans une société où on a mis une sécurité sociale en place, où tout le monde cotise pour ceci, et qu'il est normal qu'une personne qui gagne plus cotise. On ne va pas demander à une personne qui a 1 euro dans son portefeuille d'en donner 50%, alors qu'une personne qui en a 10 000 peut largement se le permettre. Donc c'est pour ça que c'est aussi excessif dans ce genre de salaire-là et qu'on ne cautionne pas non plus. Oui, mais ça se fait par la fiscalité. Il ne faut pas oublier que vous avez 2 mécanismes par lesquels vous pouvez toucher les gens. Un premier mécanisme, c'est de dire on va limiter vos rémunérations. Et moi, je suis partisan de le faire dans le secteur public sans aucune espèce de discussion. Mais il y a un autre mécanisme que vous pouvez faire qui est une taxation progressive. Plus vous gagnez dans les revenus, plus les taux d'imposition deviennent élevés. Donc ça, c'est quelque chose de concevable. Si vous ne le faites qu'en Belgique, on va s'appauvrir. Vous avez raison. Il faut le faire au moins au niveau d'un ensemble économique cohérent, parce que sinon, les gens ne viendront plus s'installer en Belgique si on limite leurs revenus alors qu'ils ont la possibilité d'aller dans le pays d'à côté et de ne pas avoir les mêmes limitations. C'est des choix difficiles. On gagne un certain salaire, Monsieur Deprez, on peut se permettre de payer des gens qui nous aident à trouver des échappatoires fiscales, qui nous permettent de ne rien payer. Et j'ai envie de dire, certains politiciens de nos pays sont très coutumiers de ce genre de pratiques-là. Certains grands patrons sont très coutumiers aussi. Donc, pas de populisme. Une fois qu'on a de l'argent, c'est pas du populisme, Monsieur Deprez, mais je veux dire, quand on gagne 1 800 € par mois, on ne peut pas se payer quelqu'un qui va nous dire vous pouvez déduire tout ça de vos impôts, alors que quand on en gagne 10 000 par mois, on peut se dire je peux engager quelqu'un que je paye 1 800 € par mois pour me dire que je peux en garder 9 000 sur mon compte. C'est vrai, mais il ne faut pas Merci laisser entendre. Axel. On va voir, Renaud, un dernier argument que tu pourrais apporter. C'est-à-dire que je partage les propos de mes collègues Axel et Soulimène et je veux répondre à Adama. J'imagine qu'on manipule un peu la bourse lorsqu'on s'appelle Bill Gates ou Bettencourt, et perdre 2 millions d'euros pour Bettencourt, c'est pas grand-chose, mais pour un facteur, c'est toute sa vie, c'est même plus que tout ce qu'il pourra jamais gagner. Donc, en vérité, tout le monde ne peut pas accumuler de telles fortunes, et c'est pas sur base de conseils que n'importe qui peut y arriver. Alors, s'il y a un système à revoir, je rejoins Axel, et je dis que il faut,
On peut faire passer des limitations par la loi, c'est le but de la société. Dans la nature, on laisse mourir le vieux, on laisse mourir l'handicapé. Donc, oui. Bon, d'accord, le thème de nature est peut-être à revoir, mais toujours est-il que ça semble normal que ceux qui possèdent plus aident ceux qui possèdent moins. Ouais. Tout le monde est d'accord. On va laisser Souleymane dire son dernier argument et on va terminer avec Monsieur Gérard. Alors moi je pense que je ne vais pas être d'accord, mais sans vouloir vous offenser. Vous parliez tout à l'heure de rémunération aux performances. Vous l'avez dit très très bas, mais j'ai la bonne oreille. La rémunération à la performance, c'est ce qui se fait en ce moment dans le secteur privé. C'est ce qui se dit, qui est fait. Pour moi, c'est un terme assez flou, la rémunération à la performance. Comment est-ce qu'on calcule? On calcule sur les chiffres? Est-ce qu'on calcule sur l'investissement personnel qu'on donne? Qu'est-ce qui justifie qu'un actionnaire gagne des sommes colossales? Or, il ne fait aucune performance dans l'entreprise. Or, vous les défendiez il y a pas plus d'une minute. Pour moi, la rémunération à la performance, ça ne veut absolument rien dire. Et pour répondre à Adama, demander des conseils à des hommes riches, bien, il y a un grand ami de Bill Gates qui est coutumier de ce genre de choses, c'est M. Warren Buffett, qui donne des conférences fort payantes pour apprendre aux gens à devenir riches. Moi, je pense que c'est une bonne façon de s'enrichir encore plus sur le dos de ceux qui croient qu'il y a un secret miraculeux. Parfois, il y a un peu de chance et parfois, il y a une idée de génie. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc, au niveau des formations que tu dis qui sont très chères et qui les permettent de s'enrichir, j'ai envie de dire que Jim Rohn est déjà décédé. Tout ce qu'il a fait, tu peux trouver gratuitement sur Internet. Il y a beaucoup de choses que tu peux trouver pour t'instruire absolument gratuitement sur Internet. Mais maintenant, c'est clair que même si tu apprends sur ça, tout le monde ne va pas devenir riche. C'est clair, sinon tout le monde le serait. Parce que bien sûr, c'est pas évident et c'est pas fait pour tout le monde. Mais dire que c'est vrai. Mais dire que c'est trop cher pour apprendre, ça c'est un mensonge. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, on a accès à Internet et tout est gratuit. Ça va. Merci Adama. Merci. On va terminer avec Monsieur Gérard Depré. Qu'est-ce qu'on conclut après ce bref débat? Chacun va tirer ses conclusions. Moi, celle que je tire, c'est trois choses. La première, c'est que tout le monde autour de la table est d'accord pour dire qu'il faut pour les gens qui travaillent un salaire décent, garanti en fonction du contexte dans lequel ils sont, mais qui leur permettent d'avoir un pouvoir d'achat et pour mener une vie décente, et plus que décente, avec un minimum de, je dirais, de possibilités d'épanouissement, de loisirs, de culture, etc. Tout le monde est d'accord ici autour de la table. On a tous été d'accord. Deux. Si? Ah non, certainement pas. Tu n'es pas d'accord avec ça? Tu es d'accord avec quoi? Pour moi, le travail est destiné une partie du travail est destinée à disparaître. C'est-à-dire que, en fait, donner un salaire décent seulement aux gens qui ont un travail au sens auquel on l'entend aujourd'hui, c'est quelque chose de désespérant, puisque toute une partie du travail, prenons par exemple les taxis, les voitures intelligentes arrivent sur le marché, Oui. Bientôt les taxis seront je comprends sans ce que tu veux travail, dire. et donc pour moi, il n'y a pas seulement les gens qui travaillent au sens auquel on l'entend aujourd'hui, qui doivent mériter salaire, Oui. mais tout le monde dans la société devrait mériter un salaire décent. Un salaire garanti, même quand ils n'ont pas d'activité professionnelle. Donc, Pas d'activité professionnelle, mais des activités personnelles. Oui. On peut discuter de ça, c'est un débat assez difficile, mais en tout cas, tout le monde doit avoir les moyens de vivre d'une manière décente, si je comprends bien, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Là, je suis d'accord. C'est largement le cas avec la sécurité sociale dans le système dans lequel on est maintenant, puisqu'il y a des pensions, il y a des allocations pour les chômeurs, il y a des pensions pour les personnes qui ont arrêté de travailler, et il y a un revenu minimum garanti pour les personnes qui n'ont rien. Donc, mais on peut améliorer le système. Après, parce que quand vous dites qu'il y a des pensions et des allocations de chômage pour les personnes qui ne travaillent pas, je veux dire, quand vous avez une allocation de chômage dégressive qui vous amène à 400 € par mois, vous ne vivez Ah pas non, j'ai pas décemment. dit. Oui, quand je vous suis arrivez d'accord, avec des je suis personnes d'accord. âgées qui ont été très mal déclarées Non. pendant toute leur vie, qui doivent non, demander oui. la GRAPA an par an, Non, alors qu'on sait très bien qu'ils ne travaillent plus. Je n'ai pas fait l'apologie du système, j'ai dit que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. C'est ça Il y a du gris. Mais on était d'accord là-dessus. Deux, en ce qui concerne le plafonnement des rémunérations, nous étions d'accord, me semble-t-il, à peu près tous, sur le fait que dans le secteur public, c'était justifié. Oui, Hein. Tout le monde. c'est Oui. judicieux. Quand il s'agit du secteur privé, là, les avis ont relativement divergé. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que tout le monde avait l'air de considérer que plus on reçoit, plus on doit contribuer. Oui. D'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Et je crois que ça, c'est un principe assez sain, quand même. Et applicable. Et équitable. Et on se demande ce que l'Europe attend pour le faire.
Mais oui, alors je termine là-dessus. Le vrai problème, c'est que l'Europe, on lui donne tous les péchés. Hein. Chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, maintenant on dit c'est l'Europe. Bon. L'Europe, elle ne peut rien faire de précis en matière fiscale. Pourquoi? Parce qu'il faut l'unanimité entre les États membres. Donc, tant que vous aurez cette règle qui dit qu'en matière fiscale, il faut que les 28 États membres soient d'accord pour prendre une mesure, vous n'aurez jamais de vraies mesures. Donc, si vous voulez qu'il y ait des mesures au niveau fiscal qui puissent s'appliquer dans tous les pays en même temps, il faut changer la règle de l'unanimité qui prévaut actuellement. Il y a quand ce changement alors? Ben moi, je veux bien, je me bats pour ça depuis des années. Mais quand on fait les élections européennes, les gens ne votent pas nécessairement pour les partis qui demandent ça. Renaud, une citation pour conclure? Étienne de la Boétie, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Excellent. Bah, C'est je pas vous notre cas, remercie à c'est pas tous. notre cas. Hein. Hein? Oh, ça ne s'adresse pas à nous quand même. À voir, honnêtement, à voir. Je vous remercie à Il est dans tous pour cet l'optimisme échange. frénétique. On aura d'autres occasions de débattre en débat en terre inconnue. Je vous remercie chaleureusement, Moi, je vous Monsieur remercie Gérard, aussi. d'écouter ces jeunes et nous-mêmes. C'est très important, surtout ici en Europe. Et on se dit à très vite pour un nouveau débat en terre inconnue. Je vous remercie. Bravo!